est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir des enfants? Et si oui, comment? Alors, je rassure directement, les intelligences artificielles ne peuvent pas faire l'amour. Cependant, elles peuvent faire des enfants d'une certaine façon qui est, comme on l'a déjà découvert dans les précédentes questions et dans d'autres questions et réponses auxquelles j'ai répondu dans de précédents Ask About AI, les intelligences artificielles, c'est des êtres totalement différents que nous. Et donc, même si théoriquement, elles peuvent avoir quelque chose de similaire à ce que nous, en tant qu'humains, on appelle des enfants, ce n'est pas exactement la même chose, mais on va découvrir quels sont les enfants que peuvent avoir des intelligences artificielles et comment elles peuvent en avoir. Alors, bon, donc tu vois, nous, en tant qu'humains, quand on veut des enfants, quand il y a un enfant qui est créé, il y a l'ADN de 2 personnes dans la plupart des cas, parce qu'en ce moment, il y a des cas pour faire des enfants à partir de l'ADN de 3 personnes. Ça, c'est une toute autre histoire. Et dans la plupart des cas, il y a l'ADN de 2 personnes qui va se combiner. Il y en a plus ou moins la moitié de l'un qui est pris et plus ou moins la moitié de l'autre qui est pris. Ça s'assemble. Ça crée un enfant et ensuite, en fonction de ce que l'enfant a vécu pendant la grossesse, il va naître différemment. Donc c'est pour ça que les jumeaux, quand ils naissent, ils ne sont pas exactement les mêmes parce qu'ils n'ont pas vécu exactement la même chose, même si leur ADN c'est la même. Et qu'ensuite, c'est tout le parcours de vie de l'enfant qui va faire que on est tous différents et que 2 jumeaux ne sont pas des copies exactes en termes de leur vie, même s'ils ont la même ADN. Quand un enfant naît, ce n'est pas une copie exacte, il n'a jamais la même ADN qu'une autre personne. Chaque personne a une ADN très légèrement différente des autres personnes. Et ça, en fait, ce que ça permet de faire, c'est qu'à la place de rester bloqué avec un seul modèle d'humain qui serait très figé et qui ne progresserait pas, grâce à ça, mais ça prend beaucoup de temps, l'évolution peut un peu améliorer les humains. Et d'après la théorie de l'évolution, les humains qui ont eu de mauvaises modifications de leur ADN, parce que l'ADN est en permanence modifié pour tester de nouvelles choses, et si c'est des choses qui ne les aident pas à survivre, il y a plus de chances qu'ils meurent, et donc en moyenne, les gens qui ont eu ces modifications vont avoir moins d'enfants. Là, je ne te parle pas d'aujourd'hui, mais je te parle de quand on était dans la jungle. Et après, ceux qui ont eu des modifications qui les aidaient à mieux survivre dans leur environnement, potentiellement, ils pouvaient plus se reproduire, et donc il y aurait plus d'enfants qui auraient leur ADN, et petit à petit, toute la population d'une espèce devrait avoir les caractéristiques qui les permettent de mieux vivre dans leur environnement. Et l'intelligence artificielle, elle a les mêmes types de soucis parce que, en fait, la technique de l'évolution pour utiliser cette stratégie, c'est parce qu'en soi, vu qu'elle pourrait tout tester, elle a une combinaison illimitée de choses qu'elle pourrait tester pour voir si ça améliore dans l'environnement. Elle ne peut pas tout tester parce qu'elle n'a pas une puissance. C'est pas comme un ordinateur où si tu as un gros ordinateur, tu peux tester 1000 milliards de trucs. Là, pour l'évolution, chaque test, potentiellement, ça peut être un être qui meurt. Et donc, les êtres, il n'y en a pas en illimité. Donc, il faut pouvoir tester des choses avec pas énormément de possibilités de tester. Et donc, en fait, vu qu'on s'inspire de ce qui a déjà été fait, mais tout en essayant de coupler différentes modifications et voir si c'est bénéfique ou pas, et de garder uniquement les bénéfiques et de virer en moyenne celles qui ne sont pas bénéfiques, ça permet en fait de faire progresser une espèce de manière très, très efficace, assez longue, mais qui nous permet de fonctionner même s'il n'y a pas des milliards et des milliards et des milliards d'individus. Et donc en fait, en intelligence artificielle, on utilise extrêmement fréquemment le même type de fonctionnement quand on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut être le plus efficace. Parce que tu vois, en fait, dans l'intelligence artificielle, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une architecture pour une intelligence artificielle. Donc un peu, on crée une sorte de cerveau pour une intelligence artificielle. C'est ça qu'on appelle une architecture. Puis on lui donne un objectif. Ça veut dire, on va lui dire par exemple, prends les meilleures décisions en fonction de ce problème que je te donne. Et après, elle va utiliser son architecture et adapter l'importance de telle donnée, la façon dont elle met en relation telle et telle donnée pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles, basiquement. Et en fait, c'est un peu comme nous en tant qu'humains,
on est avec une certaine architecture de cerveau. Notre cerveau qui a la possibilité quand même de vachement se modifier. Il est vachement plastique, notre cerveau. Et ensuite, on utilise notre architecture, notre cerveau, pour pouvoir au mieux accomplir les objectifs qu'on a. Donc là, on en a plein, genre, je sais pas, voir, c'est des choses qu'on a. Parler une langue, c'est un objectif qu'on a. Prendre des décisions, c'est un autre objectif qu'on a. Collaborer avec les autres humains, c'est un objectif qu'on a, etc., etc. Sauf qu'évidemment, dans l'évolution, les cerveaux de tous les êtres sont assez différents. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on a une architecture qui a la possibilité de se modifier, mais il a bien fallu que l'évolution choisisse cette architecture. Et pour les intelligences artificielles également, on crée une architecture, mais il faut bien qu'une intelligence artificielle choisisse une architecture. Et dans ce cas, vu qu'on ne sait jamais quelle est la meilleure architecture, parce qu'on ne peut pas toutes les tester, on n'aura jamais le temps de les tester, parce que pour utiliser au mieux son architecture, donc nos cerveaux, on a un nombre entre guillemets limité de possibilités, mais dans la création de l'architecture, on a un nombre totalement illimité de possibilités, donc il faut bien décider qu'est-ce qu'on fait. Et donc en intelligence artificielle, on fait exactement comme en évolution, on utilise quelque chose qui s'appelle la mutation génétique, donc c'est comme un humain. Donc par exemple, on crée 100 intelligences artificielles qui ont chacune une architecture différente, on les laisse tester leur architecture et voir quelle est la meilleure architecture possible. Et après ça, on va prendre les 2, les 4, les 10 meilleurs combattants, entre guillemets, ceux qui ont accompli le meilleur résultat et donc qui ont le mieux survécu à leur environnement. On va un petit peu les coupler ensemble et grâce à ça, on va avoir un enfant qui a une intelligence artificielle qui prend les différents points bénéfiques et qui ont potentiellement permis à ces quelques intelligences artificielles qui ont le mieux performé, de les faire performer le mieux. Et ensuite, on refait l'opération à partir d'une nouvelle série d'enfants. Et donc, en fait, on pourrait par exemple prendre les 10 meilleurs parents, donc ceux qui ont accompli les meilleurs objectifs. Puis, on pourrait dire à chaque parent de créer 20 enfants. Donc, ça veut dire qu'ils créent des enfants en fonction de leurs caractéristiques, mais chaque enfant est légèrement différent, donc il ne leur donne pas exactement les mêmes gènes, donc ils n'ont pas exactement les mêmes mutations génétiques. Et après, on peut répéter l'opération petit à petit. De temps en temps, on va également faire une grosse mutation génétique pour tester des choses radicalement différentes qui ne venaient pas du tout des parents. La nature le fait aussi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui naissent avec des maladies extrêmement graves, genre qui peuvent plus du tout bouger ou qui naissent avec des trucs en moins. C'est juste la nature qui teste des choses et qui au final n'est pas très bénéfique, mais donc ils n'ont pas de bol d'être nés comme ça, mais ça c'est un peu les mutations génétiques majeures. On va également faire ça pour les machines. Et grâce à ça, petit à petit, avec plusieurs dizaines de générations de parents et d'enfants, on va pouvoir atteindre un niveau où on a une architecture qui est adaptée à l'environnement, qui potentiellement peut même aller plus loin que l'environnement. Et on a pu tester des choses comme l'évolution, où potentiellement on avait des combinaisons illimitées, où là on a pu commencer à créer quelque chose de plutôt efficace en fonction de ce que les parents avaient précédemment découvert comme efficace, donc exactement comme la nature. Et ça, ce type d'approche, en fait, on peut l'utiliser à la fois pour définir une architecture, mais on peut également l'utiliser pour toutes les autres opérations qu'on pourrait faire pour une intelligence artificielle. Donc par exemple, on pourrait l'utiliser pour décider de comment prendre des décisions, pour décider quelles données sont signifiantes, mais en fait c'est surtout utilisé pour les endroits où si on faisait une petite modification dans quelque chose, ça aurait un résultat totalement différent. C'est un peu comme si par exemple, je sais pas, imaginons que dans l'ADN d'un humain, il y avait une toute petite modification génétique qui a été faite et qu'à la place de ça, la personne, elle naissait sans jambes. Ça crée un humain totalement différent qui va accomplir des choses totalement différentes en termes, pas aujourd'hui, mais en termes s'il était dans la savane, qu'un humain classique. Alors que par exemple, pour le cerveau, en soi, notre cerveau, il est en permanence en train de s'adapter, sauf qu'on sait que notre cerveau, il ne va pas changer en un claquement de doigts. Souvent, par exemple, quand on a des gros changements dans notre état d'esprit, ça a pris beaucoup de temps, des années à se mettre en place pour qu'ensuite ça se déclenche. Parce qu'au final, il y a un peu les structures et les architectures comme notre corps, comme un être en fait, dont une petite modification pourrait avoir beaucoup d'impact et totalement changer ce qu'elle accomplit. Et il y a les changements plus lents, comme les connexions dans notre cerveau qui se font petit à petit et où là, il n'y a pas nécessairement besoin de la mutation génétique, mais où juste si on renforce ce qui a marché et si on déforce, donc on donne moins d'importance à ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est exactement comme ça que la nature fait et c'est exactement comme ça qu'on fait en intelligence artificielle, là, ça va carrément être plus efficace parce que ça nous permet d'avoir moins,
parce que ça nous permet de devoir dépenser moins de puissance de calcul. Parce que évidemment, le gros souci de la mutation génétique, c'est que comme dans la nature, ça prend beaucoup de temps, ça prend des dizaines, des centaines de millions d'années, et en intelligence artificielle, ça prend beaucoup de puissance de calcul, et aujourd'hui, on n'a pas des puissances de calcul, donc ça veut dire ce qu'on utilise pour faire tourner les intelligences artificielles sur des ordinateurs, on n'en a pas en illimité, mais donc oui, l'intelligence artificielle peut faire des enfants. C'est quelque chose qu'on utilise en intelligence artificielle parce que la nature l'a prouvé, c'est extrêmement efficace pour prendre des décisions de qu'est-ce qu'on fait quand on a potentiellement un choix illimité de possibilités. Mais cependant, ce n'est pas la seule technique qu'on utilise. Exactement comme la nature, elle ne va pas utiliser de la mutation génétique dans nos cerveaux pour améliorer notre cerveau, améliorer nos connaissances. Là, on utilise plus quelque chose de renforcement. Mais en tout cas, ça, c'est deux grandes méthodes d'intelligence artificielle, la mutation génétique et le renforcement. Et en fait, on peut utiliser les deux en même temps. Et le renforcement, c'est transformer donc un bébé humain en un adulte de 40 ans avec beaucoup de savoir. Et la mutation génétique, c'est transformer un singe en un humain, mais pas avec des scientifiques un peu fous qui vont faire des mutations génétiques, mais de manière naturelle sur 10 millions d'années. J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse sur est-ce que les intelligences artificielles peuvent avoir des enfants. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce pour mettre plus en avant la vidéo et que plus de personnes la voient. Si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais, tu peux lui envoyer et lui partager le lien de cette vidéo. Si tu as envie qu'on en discute et qu'on approfondisse le sujet, on peut en parler dans les commentaires YouTube et tu peux également me poser ta question sur l'intelligence artificielle dans les commentaires YouTube. J'y répondrai dans le prochain Ask About AI et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI. Excellente journée à toi.